Les experts basket saison 3, épisode 16. Un plaisir de vous retrouver en ce lundi en compagnie d'un homme qu'on n'a même plus besoin de présenter. C'est notre consultant basket, Ali Traoré. Bonjour. Bonjour. Tout va bien, mon cher Ali? Très bien, très bien. Un plaisir de vous retrouver dans ce jour férié. Exactement, c'est férié, mais on est quand même là pour vous abreuver. Il va vous abreuver de sa science basket, mon cher Ali. On va attaquer tout de suite par la première chronique de cette émission, le débrief. 3 matchs à débriefer ensemble cette quinzaine, mon cher Ali, et surtout j'ai envie de dire, le 34e et dernier de la saison régulière d'Euroleague du côté de l'Asvel, avec une mission qui était toute simple pour Monaco, victoire égale top 4, c'est ce qu'il s'est passé, mais ça a été compliqué puisque Monaco s'en est sorti en toute fin de match dans le dernier quart-temps. Tout à fait, mais ils sont tous simples, pas simples du tout, face à une Asvel qui était décidément décidée à gâcher la fin de saison de Monaco. Monaco, on connaît Monaco, qui peut être son pire ennemi. Oui. On a vu les travers monégasques sur ce match, mais bon, finalement, encore une fois, au talent individuel, la Roca Team s'en est sortie. 83-78 pour le score final, pas d'Eli Okobo, mais la triplette derrière a fait la différence avec donc 20 points pour Mike James, 16 pour Jordan Lloyd et 10 pour Matthew Strazel. On l'a toujours appelé ce talent de la base arrière qui sait faire la différence au bon moment. Oui, bien sûr. L'équipe fonctionne comme ça, avec le talent de la base arrière, comme on l'avait dit, du scoring, de la création. Et comme on a pu le voir aussi sur la fin de match, une victoire amenée par ce trio. Côté Asvel, double-double, c'est assez rare pour être signalé. Neil Sacco, 20 points, 11 rebonds, gros match pour l'intérieur. Et André Robertson, 14 points, 12 rebonds. Ce sont les deux joueurs qui sont sortis du lot côté rhodanien. Oui, deux grands qui ont fait pas mal de mal à la raquette monégasque. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus. On va un peu élargir le spectre de la saison de l'Asvel lors des 3 dernières saisons d'Euroleague. 8 victoires et 9 victoires pour les hommes de Tony Parker. Il termine cette saison avec un bilan de 13 victoires et 21 défaites. Il y a eu quand même un petit peu mieux, il y a eu du mieux comparé aux saisons précédentes. Oui, c'est encourageant, on va dire, mais par rapport, par exemple, aux résultats de la Roca Team, qui en 4 ans d'Euroleague a fait 4 fois les playoffs, ça fait un peu pas le figure. Mais clairement, on peut dire qu'ils ont peut-être trouvé quelque chose, une formule, avec un entraîneur jeune qui va progresser, Pierrick Poupé. Donc peut-être que dans l'avenir, l'Asvel sera amené à avoir de meilleurs résultats. Avec aussi un meneur de jeu excellent, Théo Malédon, ce sera la priorité pour eux d'essayer de le garder cet été. Ça semble très compliqué. Perso, j'y crois pas. Garder Théo Malédon, il va falloir vraiment être très 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 chanceux. Bon, je pense clairement qu'il partira à l'étranger. Il est très convoité, donc il va falloir encore une fois tout reconstruire pour l'Asvel. Ça semble en effet être le cas pour l'international français. Focalisons-nous, si vous le voulez bien, sur Monaco. Vous l'avez dit, 4 sur 4 depuis que Monaco est en Euroleague. À chaque fois, ils se sont qualifiés pour les playoffs. Il ne faut pas banaliser ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Bien sûr que c'est exceptionnel. Quand on sait qu'à chaque fois, et encore, on passe pour un disque rayé, le niveau de l'Euroleague augmente encore cette année. Monaco, à 2 matchs près, c'est les play-in. Donc non, il ne faut pas le banaliser, c'est une grosse performance. L'Euroleague, c'est la 2e meilleure ligue derrière la NBA au monde. Et c'est une performance absolument exceptionnelle, cette régularité au plus haut niveau, en sachant que Monaco est arrivé en Euroleague il y a 4 ans. C'est tout jeune. Si on regarde un peu le bilan sur ces 4 dernières saisons régulières justement, 15-13 en 2021-2022, 21-13 en 2022-2023. Le record, on s'en souvient, c'était l'an passé, 23 victoires et 11 défaites. Et cette année, c'est le même bilan qu'il y a 2 ans, 21 victoires et 13 défaites. On était quasiment sur une ascension à chaque fois constante. Oui, bien sûr, progression constante, petite stagnation. Oui. Il y a eu le changement d'entraîneur, donc ça a amené aussi un petit moment de latence. Mais clairement, Monaco s'est installé comme l'un des plus grands clubs en Europe de basket. On va se projeter désormais sur la série qui nous attend. Ce sera donc le Barça, après l'Olympiakos, le Fener et le Maccabi Tel Aviv. C'est donc un 4e adversaire différent pour Monaco. Parlez-nous finalement de cette équipe du Barça des Catalans. Alors déjà, le Barça, Monaco ne les a pas battus du tout cette saison. Non, 0-2. Voilà, c'est ça, une petite fessée à Barcelone. Une déconvenue à domicile face à Barcelone, donc ça va rendre la chose très très intéressante. Cette équipe de Barcelone, c'est une équipe qui a justement sa force, c'est plutôt sa taille et son secteur intérieur qui est très grand et sur les ailes. Pour moi, il manque, par rapport à Monaco qui a beaucoup d'arrière,
il manque pas mal derrière, en sachant que pour moi, si vous arrivez à contrôler Kevin Punter, garder un œil sur le facteur risque et Dario Brizuela. On s'en souvient. Voilà, c'est pas facile déjà. Ce serait une très bonne chose. Donc clairement, moi, la force vraiment du Barça, c'est cette taille, cette versatilité qui peut faire beaucoup de mal à Monaco. Vous parliez de ces 2 défaites, 86-71 en Catalogne et 98-84 ici à Monaco, en principauté. Le Barça qui est la 2e meilleure attaque d'Euroleague. Vous avez cité quelques noms. On peut aussi rajouter, vous parlez des intérieurs, Jan Vesely, le Tchèque, qui est là depuis une éternité, et aussi un joueur qui a un petit peu évolué depuis son passage en NBA, c'est Jabari Parker, qui a beaucoup progressé, notamment sur son tir extérieur. Ah, bien sûr, vraiment, moi ce qui me fait peur dans cette équipe, c'est la versatilité de toutes leurs ailes et leur secteur intérieur. En sachant que voilà, il y a de tout. Ils peuvent jouer petit, ils peuvent jouer grand, ils ont du shooter extérieur, ils ont du très grand avec Youssouf Afal, William Gomez. Donc vraiment, pour moi, ce sera très très important. La bataille à l'intérieur sera très très importante. Et il faudra prendre l'avantage justement de tout le talent offensif sur les lignes arrière de Monaco pour essayer de gagner. Vous avez dit ce mot, prendre l'avantage. On sait que sur les 3 saisons précédentes, Monaco a chaque fois perdu le match 1 de sa série de quart de finale de play-off. C'est une tradition monégasque qu'il faudrait quand même un petit peu briser, non, pour commencer du bon pied cette série-là. Oui, ce serait une bonne chose de briser cette tradition, en sachant que... Oui, Olympiakos, c'était une défaite aussi, 71-54. Maccabi s'est passé, Fener s'est pas passé. Voilà. Logiquement, Barcelone, ça passera aussi. Non, mais clairement, au niveau du suspense, c'est très bien de le perdre le premier match. Du coup, ça met un peu de pression. Mais voilà, si Monaco veut être un petit peu serein, ce serait bien de gagner ce premier match pour histoire de changer un peu les choses. Et on va justement vous demander vos pronos de toutes ces séries, en commençant donc par celle qui nous intéresse le plus. Cette série Monaco-Barcelone, 4-5 matchs, qui l'emporte. Dites-nous tout, mon cher Ali. Alors, ma prédiction, attention... Dans votre boule de cristal. Voilà, de Madame Irma, je vois une victoire de Monaco, donc qualification au Final Four, en 5 matchs. Pour moi, ça ira en 5 matchs, parce que les 2 équipes ont vraiment des forces et des faiblesses différentes. Et je vois vraiment une très belle série. Avec à chaque fois des victoires à domicile ou chacun va en chipper une Chacun va en chipper une à l'extérieur. Comme d'habitude, Comme d'habitude. Voilà, on ne change pas une formule qui gagne. Sur les autres séries, une qui nous intéresse également beaucoup, Fenerbahçe face au Paris Basketball. Eh bien, je vois, malheureusement pour le basket français, une victoire de Fenerbahçe, et cette fois-ci en 5 matchs aussi. D'accord. Des séries de malades, bien sûr. Ah oui, que des séries de malades, parce que pour le coup, Paris et Fenerbahçe... Voilà, on l'a vu le dernier match où Fenerbahçe a gagné un 3 points au buzzer incroyable à la fin. Paris, c'est une équipe dont je ne vendrai pas cher la peau. Donc clairement, Paris va se battre, Paris va choper une victoire à Fenerbahçe et la série ira en 5 matchs. On va en parler un petit peu plus tard dans cette émission. Dans votre chronique, Ali, du Paris Basketball. Les 2 dernières séries avec une des équipes d'Athènes à chaque fois. Sur le papier, elle est incroyable, celle-là, Olympiakos-Real. Oui, alors là, pour le coup, cadeau empoisonné pour Olympiakos, parce que vous vous fatiguez à finir premier de la saison, vous tombez sur le Real Madrid. Ok, super. Et le Real Madrid, c'est une équipe extrêmement inconstante. Pour le coup, on ne sait pas. Un jour, ils vont mettre 22-3 points, ils vont faire n'importe quoi, on ne sait pas trop. Donc pour moi, ça va finir en 5 matchs. Quelle originalité. Pour changer. Alors si c'était un autre adversaire que le Real Madrid, j'aurais dit Olympiakos. Voilà. Mais le truc, c'est qu'Olympiakos a fini la saison très mal. Oui, ils ont laissé pas mal de matchs. En laissant pas mal de matchs. Donc clairement, moi, je vois Olympiakos passer, mais en 5 matchs. Et est-ce qu'on a 5 matchs pour le Pana Anadolu, la dernière série? On se souvient de la démonstration du Pana, Gaston Médecin, et du show Kendrick Nunn. Mais bien sûr que oui, en 5 matchs oui, aussi. Parce que l'Anadolu FS, c'est l'équipe qui monte sur cette fin de saison. Ils ont enchaîné de mémoire 6 ou 7 victoires d'affilée pour finir dans le top 6. Et pour moi, c'est une équipe qui saura poser des problèmes au Panathinaikos, qui a aussi des problèmes d'inconstance. Et donc, pour moi, je vois aussi une victoire du Panathinaikos en 5 matchs. Eh bien, on regardera ça, on vérifiera ça ensemble dans quelques semaines, mon cher Ali. Vous avez été bon sur les pronos du début de saison, notamment sur les victoires des clubs français, notamment de l'Asvel. Paris, on ne pouvait pas s'attendre à une Paris, telle j'ai saison. totalement raté le truc. Mais l'Asvel, vous étiez dans les clous. Pour terminer cette première partie de l'émission, il y avait aussi 2 matchs de Betclic Elite qui se sont soldés par 2 victoires pour la Roca Team. 86-72 face à Saint-Quentin et 78-77 face à Dijon. Dijon, j'ai perdu ma voix, avec un buzzer beater de Mame Diaité, bien sûr. Oui, un buzzer beater. Alors, c'est pas le plus beau de la saison. C'est pas le plus beau de l'année, clairement. Voilà, il a jeté un petit rebond offensif de raccro avec
une corde, après la balle, elle a fait de l'escalade, c'était immonde. Mais après, écoutez, une victoire est une victoire. Bravo, Mabjalité. Diablement efficace et ça vient aussi souligner la très bonne saison de l'intérieur français. On passe à votre chronique, c'est votre moment, le point d'Ali. Ali, dans votre chronique, vous avez envie d'évoquer le basket français qui est en grande forme, puisqu'on l'a dit, ça fait 4 sur 4 pour Monaco en 4 saisons, 4 playoffs d'Euroleague. Et Paris, donc, pour sa première saison en Euroleague, eh bien, a fait la même chose, a réussi à se qualifier en playoff avec un chemin un petit peu plus tortueux, 19 victoires. 15 défaites le bilan de saison régulière, mais surtout cette superbe victoire en play-in sur le parquet du Real Madrid qui a validé la qualification en play-off. Oui, le basket français va très bien, le basket français de club va très bien, le basket français des équipes nationales va très bien, le basket masculin va très bien, le basket féminin va très bien. Faut oublier le basket féminin avec les médailles d'argent aux Jeux Olympiques. Et une joueuse deuxième à la draft de WNBA aussi il y a quelques jours. Alors moi, ce que j'aime on va rester sur les clubs, moi ce que j'aime dans les victoires des clubs du championnat de France, c'est le fait qu'il y a beaucoup de Français qui ont des rôles majeurs. Ouais. Voilà. À Monaco, il y a des Français qui sont genre majeurs. À Paris, c'est pareil. L'année dernière, Paris gagne l'Eurocup, pareil avec Nadir Riffi, etc. Face à Bourg-en-Bresse. Tout à fait, face à Bourg-en-Bresse. Et pour moi, c'est la culmination d'une politique fédérale qui fonctionne bien. Okay. J'en sais quelque chose maintenant avec mon enfant. Je vois que les enfants sont détectés très jeunes. Et il y a vraiment une synergie qui fait que maintenant les potentiels sont détectés tôt, ils sont mieux formés, parce que moi je déplorais beaucoup le fait qu'en France on avait un potentiel monstrueux, des talents de partout, mais les joueurs étaient plutôt mal formés. Maintenant on voit que la formation française est de très haut niveau, on a des joueurs qui sont performants en Euroleague, en NBA, en basket féminin, en WNBA, ce que vous voulez. Et en plus de ça, il y a encore du vivier. Il y a des jeunes qui arrivent encore derrière. Donc franchement, oui, le basket français est en train de vivre un âge d'or absolument incroyable. Est-ce que le Paris Basketball a dépassé vos attentes cette saison en Euroleague ? Absolument. Je n'y voyais pas du tout à pareille fête, en sachant que le Paris Basketball a un grand budget, mais pas une grande masse salariale. C'est une toute petite masse salariale. Le budget est beaucoup plus alloué sur tout ce qui est développement du club et marketing. Et en ayant 2-3 stars et des soldats autour, avec une vraie cohésion d'équipe et un bon coaching, ça montre qu'on n'a pas besoin de dépenser des milliers et des cents pour faire une belle saison en Euroleague. Et un jeu aussi particulier, on se posait des questions, est-ce que ça aurait pu se transposer au basket Euroleague ? Et la réponse est oui. La réponse est oui. Alors moi, perso, j'y croyais pas trop, en me disant que c'était beaucoup très énergivore. Mais apparemment, non. Paris, ils ont un staff très bon qui arrive à gérer les efforts. Il y a eu un creux, à un moment donné, un creux physique pour Paris. Ils ont su se remettre sur le droit chemin, donc franchement, chapeau. Grâce notamment à TJ Shorts, qui est-ce que le meneur est le meilleur meneur d'Europe pour vous ? Malédon, c'est un meneur ? Oui, c'est un 1-2, on peut le mettre dedans. Ouais, allez, je le donne à TJ Shorts parce qu'il est monstrueux. Moi, perso, je lui donne mon MVP, même si je sais que c'est pas... Oui. Voilà, c'est pas rationnel, parce que rationnellement, c'est Kendrick Nunn ou Sacha Bezenkov, mais en sachant la saison que TJ Shorts a fait, sans TJ Shorts, Paris, ils gagnent 5 matchs. Oui, exactement. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est le joueur le plus valuable, le most valuable player. Bien sûr. Donc, c'est mon petit MVP. Est-ce qu'on peut comparer peut-être la saison du Paris Basketball à la première de Monaco en Euroleague ? Où c'est vrai que, pas on les attendait à ce niveau-là, mais ils ont été performants très tôt. Oui, c'est similaire. Dans le sens où, dès le début, ça a été vraiment la sensation, quoi. Monaco a été mis sur la carte du basket européen dès la première saison, avec aussi une superstar qui a été Mike James. Bon, pour le coup, Mike James était beaucoup plus référencé que TJ Shorts. Mais bon, TJ Shorts sortait quand même d'être MVP de l'Eurocup, etc., etc. Donc, on peut dire que c'est clairement similaire. On a parlé des 3 clubs français en Euroleague, mais les autres clubs français sont aussi à la fête dans les autres compétitions européennes, notamment Nanterre, qui jouera mercredi le match 3 des quarts de finale de Ligue des Champions sur le parquet de l'AEK Athènes. Pas facile, vous en savez quelque chose. On s'en souvient. J'étais sur le terrain face à l'AEK en finale de Champions League, c'est ça, avec Monaco. Donc oui, il y aura 16-18 000 hooligans dans la salle. Bonne chance à Nanterre. On se souvient de la causerie du coach monégasque à l'époque. Ne surtout pas laisser
entendait la salle s'embraser, première action, alley-oop, 20 000 animaux, et c'était déjà incroyable l'ambiance dans la salle. Exactement. Un très bon moment. Dijon et Cholet ont eux été éliminés en demi-finale de la Coupe FIBA, avec une remontada assez incroyable que les Dijonnais ont encaissé du côté de Bilbao, mais c'est vrai que du coup, il y a une vraie densité sur toutes les compétitions européennes, des clubs français qui gagnent, qui vont en demi, qui vont en finale, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Si on remonte il y a quoi, 5-10 ans, on était un peu la risée. Ah oui, moi je l'ai vécu. J'ai jamais réussi à faire un top 16 avec un club français. J'ai toujours réussi avec un club étranger. Donc clairement, moi je lui dis, on vit l'âge d'or du basket français. Kiffons. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. On termine sur cette magnifique phrase du sage Ali Traoré avant de passer à la dernière chronique, c'est la question du jour. Où on va revenir sur la signature et la prolongation plutôt d'Alpha Diallo. Ça y est, c'est officiel, 3 ans de plus pour le couteau suisse monégasque, poste 3-4. Bon, l'intersaison n'a même pas débuté, mais est-ce qu'on peut dire que c'est déjà la bonne nouvelle de l'intersaison monégasque? Excellente nouvelle, je ne vous cache pas, moi, l'amour que j'ai pour ce joueur qui est Alpha Diallo, sa versatilité, sa dureté, et voilà, et ses progressions. Cette saison, il a 41% à 3 points. Incroyable. Donc il progresse aussi à 3 points, avec un peu de volume, mais voilà, ça rapporte encore plus de versatilité à son jeu. Pour moi, c'est une excellente nouvelle, vraiment. C'est quelqu'un qui est arrivé un peu sur la pointe des pieds de l'Avrio, un petit club grec. Personne ne connaissait. Voilà, je me souviens, parce que j'étais là dès le début. Au début, c'était compliqué, il n'arrivait pas vraiment à s'imposer. Et même au niveau humain, ça se voit que il est totalement épanoui ici. Il est heureux à Monaco. Il a dit c'est sa deuxième maison. Et il ajoute les actes à la parole en signant un bail de 3 ans ici. Moi, je sais qu'il était convoité partout en Europe, même en NBA, parce que c'est clairement un profil qui aurait pu aussi jouer en NBA. Mais il est heureux ici, il a un rôle majeur, il est respecté. Donc je suis très très heureux de sa signature. Est-ce que selon vous, on a souvent tendance à dire, quel joueur est-ce que l'entraîneur coche sur la feuille de match en premier On dit que ça peut être Alpha Diallo, parce que le grand public pense à Mike James, qui est la superstar, mais ce genre de soldat comme ça, c'est les joueurs dont on a besoin pour aller loin, notamment en Euroleague. De toute façon, c'est simple, un joueur comme Alpha Diallo, vous le prenez, vous le mettez dans n'importe quelle équipe en Europe, il aura un impact. Pour moi, c'est l'une des fondations du club, clairement. Mike James, c'est vraiment le nom en ronflant, c'est la star, etc. Mais sans Alpha Diallo, pour moi, rien n'est possible. Quel est, selon vous, j'ai l'impression de voir un homme politique dans un discours, quel est, selon vous, les autres joueurs à prolonger ou à garder, en tout cas en priorité, cette intersaison? C'est vrai que ça a peu bougé côté monégasque ces dernières années. On a joué sur la stabilité en ajoutant quelques retouches, 1 ou 2 joueurs. On a peut-être la sensation que cet été, ça va bouger un peu plus. Oui, alors moi, de tête comme ça, j'ai pas trop les contrats en tête, mais Daniel Theis, s'il a signé jusqu'à la fin de la saison, je pense, pour moi, il faut le garder. Il est arrivé, il a montré que c'est clairement l'un des tout meilleurs pivots d'Europe, donc s'il vous plaît, gardez-moi ce teuton. Ensuite, oui, il faut garder les joueurs français qui cartonnent. Les Elio Kobo, les Mam Jaïté, les Mathieu Strazet, si on peut le prolonger aussi, pourquoi pas. Ce genre de joueurs. J'adore Jaron Blossomgame aussi, bien sûr. Qui a fait une vraie saison. Voilà, Jaron Blossomgame. Et voilà, je pense que déjà, tu as déjà un bon socle. Un bon socle sur lequel contribuer à construire pour l'avenir. Est-ce que, quid de Donatas Motiejunas? C'est vrai, est-ce qu'on est sur une fin de cycle, selon vous, à Monaco pour l'intérieur lituanien? Là, vu son temps de jeu, j'ai l'impression qu'on arrive vraiment sur la fin d'une histoire. Alors, je sais qu'il a encore 1 ou 2 ans de contrat. Vassilis Spanoulis n'a pas l'air du tout de compter sur lui. Donc je pense qu'il y aura quand même des décisions à faire cet été par rapport à certains contrats. Et notamment pour les joueurs français, c'est vrai que les Terry Tarpé, les Peter Corneli, les Johan Bégarin, alors qui ont eu du temps de jeu depuis l'arrivée de Spanoulis comparé aux miettes malheureusement qu'ils avaient avec coach Obradovic, mais voilà, ce sont aussi des joueurs de devoir qu'il faut garder selon vous dans la rotation, notamment dans l'optique du championnat. Oui, pourquoi pas. Après, ce sont des joueurs qui ont des rôles beaucoup moindres que ceux qu'on a cités avant. Après, ça dépendra d'eux. Est-ce qu'ils veulent rester dans ce rôle un petit peu ingrat, un jour je joue, un jour je joue pas? Est-ce que ils veulent jouer, avoir un rôle plus important? Franchement, ça dépendra aussi beaucoup d'eux. Telle est la question. Merci infiniment, mon cher Ali, d'avoir été avec nous pour cette nouvelle émission, ce nouvel épisode des Experts Basket. Profitez bien, puisque c'est la période qu'on attendait avec impatience, le début des playoffs. Oui. On va se régaler. J'espère que vous aussi, vous allez vous régaler avant de retrouver lundi prochain les Experts Foot autour de Christophe Paco. Et nous, on se retrouve, vous le savez, dans 15 jours.